mes chers frères et sœurs, comme nous avons l'habitude de le faire, à chaque fois qu'un membre du collectif arrive à Paris, nous le recevons pour échanger sur la situation de notre pays. Et j'aime toujours répéter qu'il est toujours agréable que les filles et les fils du pays puissent se retrouver comme ça, débattre de la situation de notre pays. Aujourd'hui, bien sûr, nous recevons le président Victor Tamba Tamba du VTT pour échanger. Hein? Je dis bien pour échanger ensemble sur notre pays et trouver peut-être des pistes, donner des pistes pour voir comment nous pouvons arriver à notre objectif que nous nous sommes assignés, nous, comités d'action, et le collectif, c'est-à-dire la convocation des États généraux de la nation. Mais avant que, Monsieur le Président, que je vous accorde la parole, j'aimerais quand même vous dire qu'il y a un bureau qui travaille pour le comité d'action. Peut-être que vous ne le connaissez pas, je vais peut-être vous le présenter. Donc vous avez bien sûr à votre gauche Madame Malalou Koumba Gertrude, qui est chargée de l'organisation. Vous avez à ma droite Monsieur Mavimbu Auguste, qui est notre secrétaire permanent. Et vous avez devant vous à gauche Monsieur Patrick Alouna, qui est notre monsieur sécurité, qui s'occupe des problèmes de sécurité au niveau du comité d'action. Nous avons derrière là-bas, Nono, tu peux te lever, donc Maba, Nono, qui s'occupe des finances et bien sûr de la logistique. Et nous avons derrière Madame Ampel Saneli, qui s'occupe de la communication. Et nous avons Monsieur Cicéron Massamba, que je tiens à excuser ici, pour des obligations familiales, ne pouvait pas être avec nous. Lui s'occupe des relations extérieures. Je pense n'avoir oublié personne, Monsieur le secrétaire permanent. Voilà, donc c'est toute cette équipe qui a préparé notre rencontre ici. Et qui a préparé aussi les rencontres d'avant, puisque avant vous, nous avons reçu le président Mathias Mouzon, nous avons reçu le président Christophe Mukwege, et donc moi je suis le président Raphaël Goma, c'est moi qui préside le comité d'action pour 3 mois, puisque mon mandat s'achève en décembre, donc que vous ne soyez pas surpris, les prochaines réunions, c'est peut-être pas moi qui vous recevrai ici, après décembre. Donc voilà le comité d'action. Je dirais que c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs et d'échanger avec vous. Vous êtes les bienvenus à chaque fois que vous venez ici. Quand je dis les bienvenus, tous les responsables du collectif sont les bienvenus à Paris et nous souhaitons à chaque fois quand ils sont là qu'ils nous fassent signe et qu'ensemble nous échangeons sur l'avenir de notre pays. Parce que le Congo, nous le changerons ensemble. J'ai toujours dit que nul ne détient la science infuse pour le changement au Congo. C'est le peuple congolais qui apportera le changement. Et le peuple, c'est vous et nous, Monsieur le Président. Donc aujourd'hui, c'est une séance d'échange et en même temps de travail. Soyez les bienvenus. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Je préfère parler de collègues, puisque vous et nous sommes engagés dans le même navire. En tout cas, merci de m'avoir donné cette occasion de m'adresser à vous et en fait d'échanger avec vous. C'est un thème qui me plaît particulièrement parce que je crois que nous avons plus besoin d'échange, de partage, plutôt que de communication purement magistrale. Nous avons plutôt besoin de nous confier les uns les autres et de prendre à bras le corps nos préoccupations essentielles. Et ces préoccupations essentielles sont celles qui font que nous avons devant nous
un malade, un gros malade. Et ce malade, c'est le Congo. Nous sommes les fils de ce pays et c'est à nous qu'il revient de trouver des solutions. C'est à nous qu'il revient de tout entreprendre pour que, enfin, le Congo sorte de sa torpeur, sorte de sa faillite. Car quelque part, nous devons reconnaître tous que le Congo est un pays failli. Alors, je pense que lorsque nous avons décidé, nous autres, de mettre en place le collectif de partis, c'était conscient des enjeux qui se présentaient à nous et qui se présentent au pays. C'est également conscient de l'histoire de notre peuple par rapport aux différents combats qu'il a gagnés, qu'il a menés jusqu'à maintenant. Lorsqu'on observe le Congo et son peuple, on a l'impression qu'on est devant, disons, des situations faites d'immobilisme, d'irresponsabilité et de manque de conscience. On a l'impression également que cette situation a toujours été celle-là. Heureusement pour nous, l'histoire montre que le peuple congolais est un peuple très très conscient, très responsable, qu'il l'a prouvé dans le passé. L'histoire montre également que le peuple congolais est véritablement porté vers la justice, vers la défense de la liberté, vers une plus grande jouissance de la liberté. C'est celle-là la caractéristique essentielle de notre peuple. Et notre peuple également est réellement tourné contre toute manifestation faite d'injustice, en tout cas contre l'injustice. Et notre peuple était un peuple suffisamment humble, suffisamment responsable. Mais je crois que malheureusement le cheminement qu'il a connu depuis un moment avec toutes les violences qui se sont installées, ont fait ce peuple un peuple plus ou moins timoré, un peuple traumatisé, un peuple qui semble avoir cessé de croire en lui-même. Et c'est dommage. Et le niveau de l'encadrement a également significativement baissé. Parce qu'on a l'impression que le peuple manque d'encadrement. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est davantage le problème de l'homme, du Congolais. Quel est le rapport du Congolais à son pays? Qu'est-ce qu'il nous reste de patriotique dans nos démarches? Qu'est-ce que nous avons d'amour envers notre pays aujourd'hui? En tout cas, comme vous le savez, le Congo est passé par deux phases importantes de son histoire. La première, celle de la colonisation, je crois que nous la connaissons plus ou moins tous. Et la deuxième, celle d'un Congo indépendant. Et je voulais davantage m'apprécier sur le deuxième aspect du Congo indépendant. Comme vous le savez tous, le Congo est indépendant depuis le 15 août 1960. Le premier président qui arrive dans ce mois, c'est nous, le président de la République, élu normalement. Malheureusement, Dilou ne restera que 3 ans. Et après les 3 années, le constat fait par le peuple, en ce moment-là, était un constat relativement amer, puisque se posera le problème du rapport du dirigeant au patrimoine national. Se posera également le problème des comportements. Il y avait comme une certaine extravagance dans la jouissance du bien public. Et cette situation amène directement le peuple à se soulever. Et c'est le 13, 14, 15 août c'est une action initiée par les syndicats, mais soutenue par
l'ensemble des forces vives de la nation, particulièrement par la jeunesse, y compris par l'armée par la suite. Arrive donc un autre événement, si je passe par là, c'est juste pour vous montrer que ce peuple n'a jamais été un peuple ignorant, un peuple, disons, inconscient. C'est un peuple qui a toujours combattu, qui a toujours lutté pour sa libération, pour manifester sa dignité et pour montrer que le pouvoir ne peut être pouvoir qu'avec lui, parce que c'est lui avant que le soit. Et vous savez qu'après les 13, 14, 15 août, c'est Massamba déjà qui arrive au pouvoir et qui reste près de 5-6 ans. Et lui aussi, à cause des contradictions internes parmi les révolutionnaires, parce que c'est l'ère de la révolution, c'est l'ère qui sonne le glas du socialisme scientifique quand même. Et dans une situation où le collectif, la majorité est pour le socialisme scientifique, le président se positionne relativement au socialisme bantou, après, avec l'industrie du sol, il fallait absolument la ramener sur le front et sur le droit chemin. Et c'est là que Marien, le président de la ville, arrive. Il est président de la République. Et vous constatez que le Congolais est très vigilant. Déjà, de 60 à 63, il y a un mouvement dit mouvement révolutionnaire. De 63 à 68, il y a encore un autre mouvement qui est le réajustement de la révolution. Alors, et Mbabi reste là, mais pas suffisamment apaisé, il n'est pas tout à fait tranquille, parce que quelque part, il y a sur le plan des idées, sur le plan du combat politique, il y a un véritable bouillonnement. Et on voit une jeunesse qui est très active, et cette jeunesse est active au sein de la GMNR d'abord, et ensuite l'UGC par la suite. Mais avec l'UGC également, vous avez l'UGEC qui est là également, qui est présente. Donc au niveau de la jeunesse, ça bouge. Au niveau des syndicats, bien sûr, on est passé du pluralisme syndical au syndicat unique avec la CSC, puisque vous savez que depuis 1963, on rentre dans l'ère du monopole de la pensée, monopole y compris de l'organisation, monopole de l'occupation spatiale, etc., etc. Voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais malgré le fait qu'il y a le monopole de tout, il y a quelque part l'expression du pluriel, contradictoirement. L'expression du pluriel parce que vous avez l'UGC, mais l'UGC n'est pas seul parce que l'UGEC entend apporter sa différence et la différence. Et au niveau du parti, bien qu'étant parti unique avec le MNR dans un premier temps et en 1969 le PCT par la suite, mais au sein des institutions, s'exprime encore un certain pluralisme parce que la lutte idéologique est intense. Et les courants au sein des différents mouvements sont également très actifs. C'est ce qui fait que très vite, avec le réajustement de la Révolution en 1968, on passe au Parti congolais du travail en 1969, donc on installe cette fois-ci un parti marxiste-léniniste le 31 décembre 1969. Et malgré ça, les gens ne sont pas satisfaits parce qu'au sein du PCT, il y a des contradictions internes. Et ces contradictions internes aboutissent au mouvement du 28 février 1972. Là, je me dis que c'est toute l'intelligentsia révolutionnaire qui est engagée dans ce mouvement du M22. Mais je dois dire que c'est les trahisons de dernière heure qui ont fait que le pouvoir se maintienne. Sinon, il était bon pour avoir été liquidé déjà à ce moment-là. Vous savez que le mois du 22 février entraîne le maquis de Bonachichi. Parce que, quelque part, les éléments révolutionnaires promoteurs de ce mouvement se retranchent à la forêt, à l'intérieur du pays, et essaient d'organiser le maquis, qui malheureusement est assez vite étouffé. Et entre-temps, vous voyez que ces contradictions font qu'il y a au niveau du pouvoir politique, notamment au niveau du parti, il y a un affaiblissement tout à fait important.
parce que l'aile révolutionnaire, c'est-à-dire la gauche de la révolution, est plus ou moins minée. Et alors apparaissent des éléments qui étaient pourtant pas tout à fait visibles, mais qui, du fait justement de ce séisme, parce que c'est un véritable séisme, le M22, bon, prennent les ailes et se mettent un peu comme tu dirais, progressivement au-delà de l'action. Et une étape encore importante après le M22, c'est la déclaration du 12-12, 1975. Là où Ngabi décide de rayer à Poto-Poto lorsque on le rayera lui pratiquement à Bakongo. Et nous savons, et c'était l'époque du rayon rayé. Et je crois qu'il y a des camarades qui se sont illustrés à cette occasion avec des déclarations qui font date. Et après 1975, bien sûr, il y a eu cette affaire de la mort d'Ongabi en 1977. Et c'est là qu'une nouvelle page commence à être écrite. Parce que jusque-là, la page écrite était la page, si vous voulez, de la radicalité du point de vue de la révolution. C'était la page d'un socialisme vraiment dur et pur. Mais à partir de 1977, la situation est plus ou moins infléchie. Et je dirais peut-être commence à y entrer un nouveau mode de pensée. C'est-à-dire qu'on essaie d'adoucir. On reste expert et rouge, mais tournant plutôt vers le rose, mais plus tout à fait pour faire le rouge écarlate comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Voilà un peu. Et arrive donc avec la mort d'Ongabi, le comité militaire. Et le comité militaire du parti, dirigé d'abord par Faso, parce que c'est quand même Faso qui dirige ce comité militaire du parti, jusqu'aux obsèques. Et Yombi ne prend réellement les rênes qu'après les obsèques, soit un mois, 2 mois après l'avènement du comité militaire du parti. Et c'est là que, bon, on prépare maintenant le congrès. Mais Sassou apparaît en ce moment-là, puisqu'il est ministre de la Défense, chef du parti. C'est donc dans ces conditions que nous préparons le mouvement du 5 février. Et à l'issue duquel, bien sûr, Sassou devient président du comité central du parti, chef de l'État, parce que nous n'oublions pas qu'à l'époque, pour être président de la République, il suffisait d'être président du comité central. C'était 2 fonctions liées. Et on n'avait pas besoin de vote pour cela. Et bien entendu, cette étape de février 1979 donne lieu, disons, à une certaine évolution également de mentalité, à des divisions profondes au sein de la direction politique. Et là aussi, on arrive pratiquement à la séparation de la classe politique en 2. Ceux qui, disons, apparaissaient comme des gens restés sur la ligne dure du parti, donc des communistes plus ou moins orthodoxes, et ceux qui l'étaient moins. Donc la ligne de partage intervient au congrès du PCT de 1989, où, à l'occasion duquel on se sépare pratiquement des éléments trop raides, trop durs, trop marxisants, pour ne laisser que ceux qui apparaissaient quand même moins durs, moins exigeants et moins orthodoxes. Et c'est là que se crée, y compris la possibilité d'un schisme à l'intérieur du parti qui favorise le reste, puisque quelque part la perestroïka en Union soviétique et tout ce que nous avons connu au niveau des pays de l'Est, tout ça arrive comme un peu pour favoriser, y compris les changements en Afrique. Déjà, l'Afrique était en pleine ébullition, mais avec la perestroïka, on a là comme des motifs suffisants, des causes tout à fait immédiates qui permettaient en ce moment-là, y compris d'engager les peuples d'Afrique dans le combat libérateur. Puisque partout de toute façon en Afrique régnait le parti unique. Et c'était l'occasion plus que jamais d'aller à la démocratie, à une forme de démocratie. Et le Congo n'est pas resté en dehors de ce peloton. Le Congo est donc s'est associé à tous les autres États d'Afrique pour organiser chez lui le changement. Et le changement était porté par la conférence nationale souveraine. Et c'est à cette occasion que
bon, on crée les conditions de notre, disons, entrée dans l'ère démocratique. Et vous savez qu'avec la conférence nationale souveraine, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le Congolais s'est exprimé, parce que depuis plusieurs décennies déjà, le Congolais n'avait pas la parole. Et cette fois, pour une des rares fois, alors le Congolais avait la parole, je crois que le Congolais s'en est suffisamment saisi pour dire ce qu'il pouvait dire. Malheureusement, tout cela était un peu, comme qui dirait, sous une forme de désordre, d'anarchie, parce qu'il n'y avait pas de fil conducteur. Et comme c'était l'ère du pluralisme politique, donc du multipartisme, alors c'est chacun qui est allé dans son parti, et c'est chacun qui a créé son parti, etc. Et nous nous sommes retrouvés devant de nombreux partis politiques. Et l'après-conférence nationale a été surtout marquée par les forces du changement. Qui ont soutenu l'action du Premier ministre, Lilongo. Et arrive donc l'ère démocratique, d'abord le référendum constitutionnel, les élections législatives et présidentielles, etc. Donc voilà un peu. Et le programme de tout ça, c'est, disons, l'adoption de la Constitution par voie référendaire, et c'est également l'élection du président de la République, donc la mise en place des institutions démocratiques.